RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, 3 invités, et pas des moindres. Le premier pour nous parler des artisanales de Guyane, 7 et 8 novembre au PROC de Matouré. Nous avons l'honneur de recevoir le président de la Chambre des métiers, Harry Cantou, est avec nous ce soir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Voilà, notre deuxième invité, il revient de la Thaïlande, il a tout gagné, il a perdu aucun combat, il va nous montrer sa ceinture, c'est Rémi Vectol, bien sûr, on verra des images ce soir dans le rendez-vous de l'info, et puis beaucoup d'événements ce week-end. Théanie, Vanessa rigole, ils vont me dire pourquoi. Beaucoup d'événements ce week-end, notamment l'événement boxe aussi, et notre champion Leonardo Mosquera Jiménez sera là pour nous en parler aussi. On parlera boxe thaï et artisanal aussi. Bonsoir les filles. Ça va Théanie? Théanie alors? Qu'est-ce qui vous fait rire? Dites-moi tout. Franchement, allez. Non, mais il faut que les téléspectateurs sachent. Non? C'est un secret? Bon, d'accord. C'est Clément encore qui... Bon, d'accord. Alors, ce soir? Ce soir, on va parler donc, du classement des meilleurs youtubeurs mondiaux. D'accord, très bien. Ils gagnent de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Vanessa? Nous, ce soir, on fait un tour au Sentier du Rorota. D'accord, très bien. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Quelle organisation pour la future collectivité unique? Quels moyens humains, financiers, quelles compétences ou encore quelle gouvernance? C'étaient les questions posées hier soir lors d'un débat organisé par le Club de la Presse. Les prises de parole n'ont pas manqué, notamment sur la réforme des lois de décentralisation Acte 3, sur le contexte économique et budgétaire de cette future collectivité unique. Ce sont autant de thèmes de réflexion déjà abordés qui n'ont toujours pas de réponse concrète. Il va falloir encore faire de la pédagogie, informer la population. Nous, Club de la Presse, on a pris l'initiative car depuis que le nouveau conseil d'administration a été élu, c'est-à-dire en avril dernier, on a décidé d'être plus présent sur la sphère médiatique, même si nous sommes des journalistes, nous avons chacun nos différentes activités, mais nous souhaitons, avec l'actualité, essayer d'aborder ces thèmes d'actualité en invitant des personnes de la société civile, qui ne soient pas seulement des élus, mais des chefs d'entreprise, des universités, des universitaires, des écoliers et aussi surtout des étudiants. Le chantier de la future collectivité unique se poursuit. On ne connaît pas encore le calendrier électoral. Si le mode de scrutin est connu, on ne sait pas encore quelles seront les sections qui formeront le découpage électoral. Et bien peu de Guyanais ont une réelle idée de ce que représente cette fameuse CTG, collectivité territoriale de Guyane. Et c'est vrai que certaines personnes se posent des questions, des chefs d'entreprise qu'on a eu l'occasion d'entendre hier, des élus aussi, car cette collectivité territoriale de Guyane ne laisse personne indifférent. Rodolphe Alexandre, président de région, a déjà annoncé sa candidature. D'autres noms ont été cités, sans confirmation pour l'instant. Le MDS se prépare, nous serons présents et nous avons aussi très certainement un candidat que la population reconnaîtra. Nous avons l'habitude de travailler, de nous rassembler à certains moments. Nous ferons un appel au moment où nous ferons des travaux à l'ensemble des partis pour construire ensemble cette nouvelle collectivité. Pour le Club de la Presse, il est nécessaire de faire comprendre que nous assistons à un événement d'importance pour la Guyane avec la création de nouveaux modèles de gouvernance. Et c'est à ce titre-là que nous avons donc souhaité effectivement organiser hier cette première thématique du Club de la Presse et inciter aussi d'autres personnes, d'autres associations, des syndicats enseignants, des syndicats patronaux, d'en faire de même, car cette collectivité unique de Guyane est très importante pour l'avenir de notre pays Guyane, et il faudrait aussi que tout le monde se sente impliqué. Dans le contexte actuel, on attend beaucoup de ces discussions. Bien sûr que la volonté de débattre prendra le pas sur la rivalité politique. Ce matin a eu lieu une conférence de presse organisée par les conseillers municipaux du groupe majoritaire de Cayenne. Un nouveau épisode de la série Le terrain de Chatan et ses 5 000 € d'indemnité. Suite à de nombreuses déclarations qui se sont tenues ces dernières semaines, la mairie de Cayenne retire son droit de priorité. Selon les élus, cette décision démontre leur mécontentement sur le fait de payer des squatteurs, une démarche dont ils n'étaient pas au courant. Nous ne sommes pas favorables
entre autres, au fait que l'on paye, des illégaux. Alors, des illégaux. Monsieur Hernandez est responsable de ces propos. C'est lui qui les a tenus. Mais à partir de là où cette opération s'est faite, où elle a suscité beaucoup de commentaires négatifs à tort, puisque je rappelle que la mairie de Cayenne n'a jamais payé 5 000 € à qui que ce soit. Le DRFIP l'a annoncé lui-même, donc le DRFIP, que je sache, n'est pas un cadre de la ville de Cayenne, n'est pas un élu de la ville de Cayenne. Le directeur régional des finances publiques, c'est lui qui l'annonce. Le terrain sera vendu aux enchères probablement dans les prochaines semaines. Les élus déplorent ne pas pouvoir réaliser les projets d'aménagement prévus. Ils insistent que l'aménagement du fonds de mer de Cayenne continue et que le nouveau acquéreur devra respecter certaines règles d'aménagement de la ville de Cayenne. La démarche de la mairie de Cayenne et de Madame le maire Marie-Laure Finera-Hort, c'était d'acheter un terrain à moindre coût. À moindre coût. Aujourd'hui, compte tenu de ces vicissitudes, on se retire et ceux qui seront acquéreurs devront aller en appel en marché public et ils mettront le prix. Et comme c'est du standing, moi je suis pour le standing, pourquoi pas. Partout ailleurs on construit du standing et pourquoi pas Cayenne. Oui, ceux qui travaillent et qui ont la possibilité vont acheter du standing. Le 14 octobre, une centaine de squatteurs se faisaient expulser du terrain de Chatan, localisé à l'entrée de la ville de Cayenne. Ce même jour, Jean-Claude Hernandez, directeur régional des finances publiques, expliquait une mesure exceptionnelle mise en place pour faciliter la clôture de ce dossier. C'est un dossier sur lequel nous travaillons avec la mairie de Cayenne et avec la préfecture depuis plus d'1 an et demi. Donc devant l'impossibilité de disposer pour l'intégralité des personnes d'un jugement avec un titre exécutoire permettant à un moment donné d'avoir le recours à l'autorité de la charge publique, il a fallu essayer de trouver pour ceux qui n'étaient pas dans ce spectre-là, qui n'étaient pas concernés par ce dispositif, un dispositif du type transaction, c'est-à-dire qu'on est parti sur un contrat rédigé par un avocat en disant voilà, si vous partez de votre plein gré, de votre propre chef et inconditionnellement, vous aurez une indemnité de 5 000 €. Malgré les problèmes de communication entre les acteurs principaux, la série continue. Inaugurée hier par le préfet, l'exposition photo L'Europe au cœur de la Guyane a ouvert ce matin ses portes au public. Une exposition mise en place pour la sortie d'un livre réalisé par le secrétariat général des affaires régionales. Ce livre, il est fait pour montrer tout ce qui a été fait, financé grâce aux fonds européens en Guyane des années 2000 à 2013. C'est pour montrer à tout le monde qu'au quotidien, dans beaucoup de choses que chaque Guyanais utilise, que ce soit l'hôpital, que ce soit les établissements scolaires, que ce soit, comme je disais, l'adduction d'eau potable, l'assainissement, ou pour les entreprises, les fonds européens sont présents dans une très très grande majorité, pour ne pas dire tous les projets qui se créent à l'heure actuelle en Guyane. Le but de ce recueil et de cette exposition est de montrer aux Guyanais la dimension européenne présente dans chaque infrastructure ou réalisation. Un projet qui a intéressé les quelques visiteurs qui ont fait le déplacement. J'ai été informée par la radio. Je trouve ça super beau et voilà, c'est à voir. Afin de casser le côté élitiste des expositions, des photos ont également été placardées sur les grilles de la préfecture. Et dès le 15 novembre, les clichés présents à la Poudrière seront déplacés à l'aéroport où ils resteront pendant 1 mois. Une manière de toucher un maximum de personnes. Il y avait une volonté très importante que toutes ces photos soient accessibles à tous les Guyanais et pas uniquement à certains Guyanais qui ont l'habitude de venir dans un hall d'exposition qui est magnifique d'ailleurs, tel que la Poudrière. Et donc, même si le lieu est très beau et très propice à mettre en valeur une exposition photo, il nous semblait important d'ouvrir davantage ces photos à l'ensemble de la population. L'Europe est au cœur de la Guyane au niveau financier mais aussi de la recherche. Depuis 13 ans, le département a reçu près de 900 millions d'euros de fonds européens. La sculpture est à l'honneur cette semaine à la salle d'exposition de Matoury. Déjà la semaine dernière, Simone Saint-Ange présentait le Paverpol, un durcisseur de textile utilisé pour ses œuvres. Aujourd'hui, c'est Josie de Rode, artiste hollandaise de renommée internationale, qui anime des ateliers créatifs du 5 au 12 novembre sur la sculpture au Paverpol. C'est vraiment un super produit car tout le monde peut le travailler. Bien sûr, des artistes travaillent avec, mais il est plus approprié aux amateurs voulant l'utiliser pour le loisir ou pour faire des figurines. Les gens aiment faire ça, c'est très bien pour ceux qui n'ont jamais rien fait d'artistique.
Là, ils peuvent le faire. Bien sûr, je continue de les aider. Grâce à cet atelier, ils se rendent compte de ce qu'ils peuvent faire de leurs vieux t-shirts ou d'autres textiles. Finalement, avec des choses bien anodines, ils peuvent réaliser de magnifiques sculptures. Le Paverpol offre des possibilités créatives très variées, en combinant toutes sortes de matériaux, le textile, le papier, le verre et bien d'autres encore. Des caractéristiques qui ont su attirer bon nombre d'artistes en herbe, désireux d'en apprendre plus sur l'utilisation de ce produit. Moi je ne connaissais pas du tout, j'ai connu par rapport à Simone Saint-Ange qui fait des travaux en Paverpol et que j'aimais beaucoup. Et puis du coup, voilà, une nouvelle technique qui est même assez simple et on peut faire des choses super sympas, quoi. Tous les travaux, c'est vrai, hein, tous les travaux qui ont été faits sont beaux, donc ça semble assez accessible pour tout le monde. C'est vraiment facile, c'est de la colle, c'est une espèce de colle en fait. Et peinture en même temps, ça s'enlève facilement les doigts et on peut le faire à main nue. Moi j'ai préféré le faire à main nue aujourd'hui parce qu'on a un contact direct avec le produit. Ce samedi 8 et dimanche 9 novembre, des masterclass sur le thème des oiseaux seront organisées pour les personnes ayant suivi les stages d'initiation. La liste définitive des joueurs sélectionnés pour la prochaine phase de la Caribbean Cup a été dévoilée. Les gardiens sont au nombre de 3, 6 défenseurs ont été retenus, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Au total, 10 joueurs évoluant dans des clubs guyanais et 13 à l'extérieur. Une sélection amenée par leur entraîneur Jair Karam. À noter l'absence cette fois-ci de Florent Malouda retenu par son club. La sélection partira le 10 novembre afin de préparer sur place la compétition. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos 3 invités ce soir. Harry Cantou, président de la Chambre des métiers, Leonardo Mosquera Jiménez pour parler de boxe ce week-end, événement, et Rémi Vectol de retour de Thaïlande. Il nous montrera sa ceinture. Théani, ce soir, qui nous emmène YouTube. Oui. Ok. Et Vanessa au sentier du Rorota. Au sentier du Rorota. Harry Cantou, bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre des métiers. Alors, 7 et 8 novembre, les artisanales de Guyane, ça sera la 7e édition. L'occasion pour nous quand même de faire le point sur les artisans de Guyane. Quel est véritablement le rôle de la Chambre des métiers dans le tissu économique de la Guyane? Alors, c'est un rôle très important parce que la Chambre des métiers regroupe entre 4 500 et 5 000 artisans. Et il y a au moins une soixantaine de métiers qui sont chapeautés par la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guyane. Donc, au niveau économique, ça représente un poids économique important. Comment on peut le quantifier? Comment ça se passe? Écoutez, au niveau PIB, on est en train de travailler dessus avec l'INSEE pour connaître exactement les retombées économiques parce qu'on n'avait pas malheureusement des chiffres précis. Et là, on est en train de travailler dessus. Je pense que pour la fin de l'année, on saura quel est notre poids économique au niveau de la Guyane. La Chambre des métiers a connu des hauts et des bas. Comment ça se passe en ce moment, en 2014? Alors, on peut dire modestement que le bas est derrière nous. Maintenant, on commence à remonter la pente. Parce qu'on s'est consacré pendant les 3-4 premières années à remettre les finances à flot. Ouais. C'est ce qui est en train de se faire. Donc, je pense qu'on termine l'année dans de très bonnes conditions et ça nous permettra d'entamer 2015 avec un peu plus d'espoir. D'accord, très bien. L'artisanat, première entreprise de France, on entend tout le temps, plus que jamais dans la réalité pour notre département. Tout le monde ne peut pas travailler dans les collectivités, tout le monde ne peut pas passer des concours non plus. Est-ce que chaque année, vous voyez le nombre d'artisans s'accroître ici en Guyane? Il y a une très forte progression pour 2 raisons. D'une part, les auto-entrepreneurs sont venus gonfler les effectifs. Bon, ne sont pas tout à fait artisans, mais au niveau des artisans eux-mêmes, oui. Mais notre souci second, c'est de faire en sorte que le niveau global des artisans monte de façon à avoir des artisans un peu plus performants sur le marché. Est-ce que justement au niveau des artisans, vous avez de jeunes entrepreneurs ou tout simplement de jeunes artisans? Ah si, parce que l'avantage qu'on a en Guyane, la moyenne d'âge de l'artisan tourne autour de la quarantaine. Donc c'est une population jeune, hein. Oui, très jeune, oui. Oui. Alors, face à tous les produits qui viennent de l'extérieur, comment intéresser les gens aux produits artisanaux? C'est vrai. Alors notre souci, c'est de monter en gamme. Et quand on fera des produits de qualité, je pense que les produits venus de l'extérieur seront mis de côté. Mais il faut qu'on soit pointu au niveau
de notre artisanat en Guyane. Je sais que c'est un maître mot, justement. Est-ce qu'il y a un label qualité pour l'artisanat en Guyane? Pas encore. Déjà, on travaille pour faire reconnaître l'artisanat guyanais dans sa spécificité. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on peut retrouver des produits qui ressemblent à ceux de la Guyane, mais qui ne sont pas encore labellisés. Et d'autant que notre artisanat, qui est très traditionnel, n'est pas nomenclaturé pour l'instant. Donc c'est du travail qu'on est en train de faire avec la région, de façon à être reconnu comme étant... Avoir un label, c'est quoi? C'est un parcours du combattant? C'est quoi le chemin? Il faut passer par qui? Comment? Par la Chambre des métiers dans l'Hexagone? Comment on fait? Déjà au niveau local, identifier qui fait quoi, ça c'est pas tout à fait évident. Et ensuite, justement, monter au niveau national avec un produit reconnu et qui aura une nomenclature. Donc ça veut dire qu'il y a un jury, il y a comment... Ah oui. Pour mettre le label tout à fait. que vous allez créer. Tout à fait. Alors pour monter en gamme, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des structures adaptées? Enfin, je dis ça pour avoir rencontré des artisans de l'Ouest dernièrement, qui font leurs produits chez eux, pas spécialement aux normes, donc il faudrait vraiment qu'il y ait des structures Alors, vous posez une très bonne question, parce que l'Ouest, c'est notre cheval de bataille depuis que nous sommes là, parce qu'on a fait en sorte d'être déjà présent là-bas au cours des artisanales, ce qui ne se produisait jamais. Ensuite, il y a une reconnaissance des artisans existants déjà, et on essaye de justement les classifier, parce que l'Ouest, c'est un peu, je dirais pas le Far West, mais bon, pour l'instant, pendant très longtemps, ils sont restés un peu les oubliés de la Guyane, malheureusement. Mais là, il y a un effort qui est fait, même au niveau des artisans. Il va y avoir un pôle agroalimentaire à Man. Alors, on essaye justement d'aller vers l'Ouest et ne pas rester se concentrer tout autour de Cayenne et ses environs, quoi. Quand on passe d'un artisan à un autre, on a souvent une différence de prix qui est assez exorbitante. Est-ce que justement la mise en place de ce label permettrait de régulariser la fixation des prix? Déjà, en labellisant, les meilleurs artisans seront reconnus, d'une part, et deuxièmement, la liberté économique ne nous favorise pas pour mettre des prix spécifiques. Par contre, un prix plancher peut être reconnu en fonction de la qualité du travail que l'artisan fera. Et quand on aura dans quelques années des artisans reconnus de très bonne qualité, de très bon niveau, leurs prix seront adaptés à la mesure de leur formation, d'une part, parce qu'il faut les former. Ça, c'est un des principaux problèmes que nous rencontrons, parce que tout le monde ne maîtrise pas la langue de Molière ici, et ils ne connaissent pas tous les mécanismes. Donc ça aussi, ça fait partie des travaux que nous menons. Artisanat rime souvent avec auto-entrepreneur. Positif, pas positif, dites-nous? Non, parce que l'auto-entrepreneuriat a été créé justement pour essayer de mettre les illégaux dans une catégorie. Mais en fait, on s'est rendu compte très vite que c'était une sorte de concurrence déloyale et que de plus en plus, il y avait des auto-entrepreneurs qui venaient sur les marchés. Donc, au niveau du national, il y a eu un bon lobbying qui a été fait. Donc, la loi a été modifiée tellement qu'aujourd'hui, c'est moins avantageux d'être auto-entrepreneur que d'être artisan même. Oui, on est d'accord là-dessus. Revenons sur les 7, 8 et 9 novembre, les artisanales de Guyane. Je rappelle, 7e édition. Cette année, le thème, c'est l'or dans tous ces États. Mais encore, il y aura des pépites d'or à gagner, dites-nous, Marie. Non. Alors, ça aussi, c'est un des constats que nous avons fait. Quand on regarde tous les plateaux de Guyane, toutes les Guyanes ont aujourd'hui fait de leurs ressources minières une industrie, en tout cas un pôle de développement économique. Il n'y a que la Guyane française, alors que jusqu'au milieu du siècle dernier, à la moitié du siècle dernier, la Guyane était un gros producteur d'or et exportait de l'or. Et puis on ne sait pas pourquoi, on est rentré dans une sorte d'oubli. Et aujourd'hui, on essaye de remettre en place. Et si on réussit à faire de cette activité, l'activité minière, le pôle le plus important de la Guyane, je pense qu'on aura réussi à faire décoller l'économie de la Guyane, parce que c'est l'un des secteurs sur lesquels on est le plus On est tous d'accord, tous les politiques que nous recevons ici, nous sommes tous d'accord avec ça, le même discours. Mais non. Nous, on n'est pas des politiques, nous, on est des acteurs économiques. Non, je sais, mais je parle même de certains politiques qui seraient d'accord avec ça, et pourtant, de ce point de vue-là, il y a encore un blocage dans ces politiques. Non, je pense que, je ne sais pas comment ils font les politiques, c'est leur métier. Le nôtre, c'est... J'ai bien compris. Oui, non, c'est très important parce que on se rend compte, plus qu'on avance dans le temps, moins on est en harmonie entre les décideurs et les acteurs. Et le gros regret, c'est que les décideurs ne demandent pas aux acteurs aucun avis.
en tout cas au niveau de la Chambre des métiers, je n'ai pas connaissance d'avoir eu une demande quelconque, alors qu'on peut, avec les exploitants miniers, faire des travaux. Et on fait des travaux déjà qu'on peut leur soumettre pour faire monter au niveau. Mais non, ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, tout ça, c'est toute la Guyane, j'ai presque envie de dire. Hein. La Guyane se donne rendez-vous quelque part au PROG pour ces 3 jours. Faites-nous rêver, Harry Contou. 82 exposants, c'est énorme. Oui. Il y aura tout le monde, on pourra boire et manger, la restauration, acheter des cadeaux, parce que c'est les fêtes de fin d'année qui démarrent. Oui, alors généralement on fait toujours en fête de fin d'année, de façon à ce que chacun trouve son compte. C'est-à-dire que les artisans qui très souvent ont des difficultés à joindre les deux bouts condamnés, eh bien, ils profitent de cette opération. D'ailleurs, vous voyez, 82 exposants, c'est qu'on ne peut pas prendre plus. Hein. Ouais. Ils sont demandeurs, parce que le public est souvent là, et le public est toujours satisfait. On a commencé timidement. Aujourd'hui, la dernière, on était à 3000 visiteurs. Donc je pense que cette année, il y en aura encore plus. Et chacun trouve son compte. C'est-à-dire que les artisans, ils vont faire de la promotion, ils vont offrir des bijoux, par exemple, aux participants. Et on va voir vraiment le savoir-faire de nos artisans. Dernière question, Harry Contou. Les métiers d'avenir dans l'artisanat, c'est quoi? Mais, le focus qu'on fera sur l'or, il faut savoir qu'autour des métiers de la mine, il y a une 50aine de métiers possibles. Je dis bien une 50aine. Donc, à partir du moment où on aura pris conscience de ça, et que nous, la Chambre des métiers, qui avons l'ambition modeste de faire que les artisans, en tout cas l'artisanat, soit le secteur de développement économique de la Guyane dans les années à venir. Montrer ce qu'on peut faire autour de l'or seulement devrait permettre, si on se met tous en ordre de marche, dans les 10 années à venir, avoir un secteur économique qui nous donne le milliard d'euros par an. Rien qu'au niveau je parle de l'artisanat, sans parler des multinationales qui vont venir, vous voyez. Donc, il y a de quoi faire. C'est à se demander pourquoi certains décideurs ne bougent pas plus que ça. Vous aurez qui vous tendez. Attendez, c'est moi qui le dis. Vous avez tout dit, mais j'approuve tout à fait. D'accord. Harry Contou, merci beaucoup. On y sera en tout cas, les filles, on y sera. Oui. On y sera 7, 8 et 9 novembre, les artisanales de Guyane, 7e édition, ça se passe au PROG de Matoury. Harry Contou, merci beaucoup. Merci à vous. Dom Laquezotte tous les soirs à 20h. Hier, première partie à Balata. Deuxième partie, Dominique Nugent est rentré dans les studios de ces jeunes de Matoury. Dom Laquezotte. Tout le monde va vous chanter. Nous allons au studio. Ok, déjà. Yo, wanana woy, yeah. Little bobo panda wanya. Feed the gal them, yo, sexy gal. Qui me guette des autres fait ça? Oh, monsieur Anguada. Et monsieur né ici. Bon, ici tu fais, cousin. Mais problème, c'est la France. Tu as la France, un GP Station, chanter. Et monsieur, j'ai c'est bête, ça a été qui fait au pays, là, il et décidé de dire les gars. C'est des secrets. Pendant 5 ans, nous revenons parce que nous revenons en même temps. Nous étions en France. À la base, on était en France. On a vu, il n'y a rien. On a fait, nous fait combien d'argent, paquet d'argent. Nous revenons quand même. Et puis, vous êtes qu'investissant dans ce studio. Par exemple, les autres ont rencontré une monde, si vous allez venir chanter, il a venu ici, il a venu faire son enregistrement, c'est ça? Bon, nous allons aller l'autre bois. Ok. Parce nous toujours fraîche et nous pas qu'à parler trop. Nous t'es qu'à viser kilo, à présent qu'à viser tonne. Batman qu'à garder nous. Lui, c'est à beaucoup faire rythme. Lui, fait tous les rythmes. C'est quoi ton prénom? Fasco. Bon, Fasco, tu as composé, c'est quoi ton rôle? Beatmaker. C'est quoi? Beatmaker. Beatmaker, à qui ça s'appelle là? Ah bah c'est quelqu'un qui compose de la musique. Ah bah, excuse-moi, je connais pas, je te demande. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais, ça va faire 3 ans et demi. 3 ans et demi, 4 ans. Et regarde pas les gars, hein. C'est moi qui te parle. Il y en a des bons là ou bien il y en a qui croient qu'ils sont bons, ils sont pas bons? Bah, c'est-à-dire chanteur. Ouais, chanteur, ouais. Ouais, il y en a, ils sont pas mal, hein, ils se débrouillent pas mal. Après, il faut voir au micro. Ouais. Et il ça écrit aussi qui est bon et puis il est pas bon. Voilà, de retour sur le plateau. Nous sommes en direct, hein, si vous entendez du bruit, tout va bien. Avec nos 2 invités dans quelques instants, Rémi Vectol et Leonardo Mosquera Jiménez. Messieurs, nous sommes à vous d'ici quelques instants. Allez, en attendant, Vanessa nous emmène du côté du Rorota.
Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, Vanessa? J'ai été marcher. C'est vrai? Oui. Vous n'avez pas couru? Non, je ne pouvais pas. D'accord. Alors, le sentier du Rorota. Donc, vous entrez dans la forêt par un sentier raviné qui grimpe pendant 350 mètres et qui débouche sur le sentier du Rorota proprement dit. Donc, vous découvrirez une végétation luxuriante et riche en épiphytes. Savez-vous ce qu'est un épiphyte? Bien sûr, Vanessa. Donc, je vous laisse dire. Alors, entendez par là des plantes qui poussent sur d'autres plantes et non pas dans le sol, évidemment. Donc, tout cela au son de nombreuses cascades dissimulées, principalement, qui se faufilent dans la végétation. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène sur le sentier de Rorota que vous connaissez sûrement, donc à découvrir ou à redécouvrir à Rémiens-Montjoly. Alors, donc, comptez environ 2h30 de marche pour... 2h30 de marche? Oui, je fais ça en 30 minutes. On ne sait jamais. Hein. Alors, savez-vous d'où vient le nom Rorota? Très bonne question, ça. Oui, je le sais, mais je veux que vous le disiez aux téléspectateurs. Alors, donc, ce serait la corruption d'Eurotas, rivière grecque, donc le nom donné par les jésuites, tout simplement à un petit cours d'eau qui s'écoule du sommet du Mayouri. Voilà. Merci pour cette information. Voilà. Je suis sûr que la moitié des Guyanais ne savaient pas. Donc, merci pour l'info. 2h30, vous faites c'est ce qui est écrit dans le guide. Ah oui, c'est vrai, si on s'arrête, si on regarde les plantes, si on regarde effectivement, si on s'arrête au point de vue, effectivement, ça peut prendre 2h30. Il n'y a pas que des sportifs sur ce Rorota-là. Rappelez-nous, Rorota, ça veut dire? Eurotas, rivière grecque, ça vient de Eurotas. D'accord, voilà. Très bien, merci. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Théanie. Théanie, il paraît qu'on peut gagner beaucoup d'argent sur YouTube. Oui, bien oui. Donc, par exemple, en étant une personne seule, sans artifice, tout simplement en racontant des histoires que l'on juge utiles ou intéressantes sur Internet, on se filme, on les diffuse tout simplement via une plateforme de partage de vidéos qui est très célèbre. Ils sont tous gamers ou alors chroniqueuses ou podcasteurs et gagnent leur vie grâce à cette célèbre plateforme de vidéos. Donc je vous propose de découvrir en images combien ils gagnent avec la vidéo de Chris. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Bonjour, c'est Chris. Ce que peuvent gagner comme fruit des personnes normales à faire des petites vidéos dans leur chambre, quelque chose de fascinant, bande de canailles. Gardez un chiffre en tête. À chaque 1000 visionnages, le youtubeur reçoit 1 € dans la poche. C'est une moyenne, mais assez fidèle à la réalité. Pour savoir ce qu'un youtubeur gagne par mois comme blé, on s'en tape de savoir le score de sa dernière vidéo ou le nombre d'abonnés qu'il a. Ce qui nous intéresse, c'est la somme des vues sur toutes ces vidéos. Parce qu'une vidéo, même si elle a été publiée il y a des lustres, elle continue à lui rapporter du cash tant qu'elle est visionnée. Prenez par exemple cette fille physiquement pas dégueu du nom d'Andy, qui a un peu moins de 500 000 abonnés pour info. Quand vous êtes sur sa chaîne, cliquez sur présentation et vous verrez alors le nombre total de vues sur toutes ces vidéos réunies. Il suffit donc de noter ce nombre de vues et de revenir 30 jours plus tard et de noter le nouveau nombre de vues qui aura donc augmenté. Vous faites la différence entre ces deux chiffres et vous obtenez le nombre de vues qu'Andy fait par mois. Barrez les 3 derniers chiffres pour avoir une idée de ce qu'elle gagne par mois avec ses vidéos. Et le troisième n'est autre que Rémi Gaillard. C'est le français le plus connu dans le monde grâce à ses caméras cachées. Il gagnerait, en admettant qu'il ait le droit sur toutes ses vidéos, autour des 17 000 € par mois. Le deuxième plus gros youtubeur français est Norman fait des vidéos. Il réalise des podcasts et il touche dans les 15 000 € par mois. Et enfin, le number one du monde francophone. Roulement de tambour. Ok, c'est Cyprien. Il fait lui aussi des podcasts et il touche dans les 20 000 € par mois. Vous noterez qu'il touche quand même un deuxième salaire grâce à sa chaîne de gaming. Donc comme vous avez pu le voir, pardon. Un chat dans la gorge? Oui, j'ai un peu la voix enrouée, oui. Donc ce sont des sommes qui sont relativement astronomiques, à savoir qu'ils payent tout de même leur abonnement, donc sur la chaîne de vidéo. Mais donc comme on a pu le voir, ils sont rémunérés
1 euro par vue. D'accord. Donc, si on fait un total, ça peut très vite augmenter. Donc, on va faire, par exemple, un classement des 3 meilleurs youtubeurs français. Donc, en troisième, enfin, mondial, pardon. Oui, voilà, c'est dans le monde, oui. En troisième position, nous avons le Brésilien Olasoy German, qui touche 50 000 euros par mois. En deuxième position, Smosh, qui est sur du 75 000 euros par mois. Et donc, le gagnant de toute catégorie, PewDiePie, spécialisé dans tout ce qui est gamers, qui gagne à lui seul 250 000 euros par mois. Juste en mettant des vidéos sur juste en mettant. YouTube. Bon, je pense que c'est quand même un travail à plein temps. Oui, bien sûr. Donc, si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver la vidéo en intégralité en tapant Chris Lévin-Salaire tout simplement dans votre barre de recherche. Et puis donc pour conclure, à l'heure où la sphère Internet est souvent jugée d'irréel, de parallèle, il faut se dire que c'est un monde qui reste tout à fait réel pour les jeunes adolescents qui ne connaissent même plus aujourd'hui ni même les noms des présentateurs ou tout simplement des programmes quotidiens. Voilà, ils vivent dans ce monde-là, le monde de l'Internet, bien sûr. Ça vous a donné une petite idée, Vanessa, Théanie, de se dire, tiens, et si je faisais des chroniques à 15 000 euros par mois, ça vous tente? Je pense que je vais arrêter de dire à mon frère de ne plus rester devant sa Xbox. C'est ça. Je pense que vous tu as raison. Vous feriez quoi comme chronique? Je sais pas, je pense à tout ce qui est maquillage. Parce que gamer, ça va être un peu compliqué. Vanessa? Mode, peut-être. Sur le sport? Ou le sport, faut voir. 3 jonglages comme ça. Ok, très bien. Bon, il y a du combat. 15 000 euros, 20 000, 200 000 euros par mois en postant juste des vidéos sur YouTube. Ah, c'est pas mal. Affaire à suivre en tout cas. Merci Théanie. Et nos invités, ils sont obligés, eux, de monter sur un ring, de se prendre des coups pour gagner. Et ils vont nous dire combien ils gagnent, tiens. On leur demande tout à l'heure. Leonardo Mosquera Jiménez, bonsoir. Bonsoir. Et Rémi Vectol, bonsoir. Bonsoir. De retour de Thaïlande. Allez, Rémi Vectol qui est de retour, on va discuter un petit peu avec lui. Rémi, dis-nous, c'est quoi ça? C'est quelle ceinture? Donc ça, c'est ma 3e ceinture de champion du monde donc, que je ramène tout droit de Fort-de-France. Où j'ai disputé un combat contre un Anglais qui s'appelle Chris Addis. Donc c'était un gala international et donc je l'ai battu au point en 5 reprises de 3 minutes. Alors on se rappelle de ton départ, Rémi, et on a vu, on a suivi un petit peu justement sur Internet, tu postais des photos, quelques vidéos également, des vidéos de coups de pied, c'était assez impressionnant. Tu n'as perdu aucun combat? En Thaïlande, non. Non, en Thaïlande. Pourquoi tu dis en Thaïlande? Tu en as perdu? Oui, bon, par le passé, oui. Ah oui, non, je te parle de ton départ. Non, depuis mon départ, non, j'ai perdu aucun combat. Donc je suis arrivé là-bas le 1er septembre. Ouais. J'ai fait un combat 15 jours après, que j'ai remporté au point. Le second par KO au deuxième round. Donc je vous ai pas ramené beaucoup d'images parce que je suis tout seul là-bas. Voilà, pour se faire filmer, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire confiance aussi. Oui, c'est normal. Et donc, deuxième combat remporté par KO. Donc là, c'est un petit peu les ambiances des stadiums thaïlandais. Pour vous montrer que là-bas aussi, je ne suis pas parti là-bas pour rien. C'est vraiment parce que c'est un sport national et que c'est reconnu. Il y a un vrai engouement pour ça. Mis à part les paris, il y a les gros paris. Voilà, il y a des gros paris. Mais il y a l'entraînement, il y a le côté professionnel aussi qui va avec et qui permet de progresser. C'est normal. J'ai vu que sur Facebook, tu as lancé un appel aux dons pour pouvoir partir. Voilà. Est-ce que tu n'as eu aucune aide de la région, du département, de sponsors? Indirectement, si, puisque la région aide mon club quand même. Et donc c'est aide mon club et la Ligue. Donc c'est par le biais de la Ligue que j'ai pu partir, que j'ai pu avoir ce billet, donc avec assurance au cas où il m'arrivait quelque chose là-bas. Donc je remercie la région, mais c'est vrai que pour tout ce qui est fonds de fonctionnement, restauration, etc. Donc normalement, je suis accueilli là-bas, logé et nourri, mais on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Et je suis peut-être amené à changer de camp bientôt. Sachant que également je n'ai pas non plus de visa travailleur, donc je suis obligé de ressortir du territoire thaïlandais pour aller en France, donc ça me coûte des allers-retours sur Paris, donc ça a été surtout pour financer ça, pour financer... Sur le ring, voilà. Rémi, sur le ring, on a peur de quoi dans ce genre de métier-là? On posera la même question tout à l'heure à Leonardo. Parce qu'on prend des coups sur les côtes. J'ai vu que tu avais posté des photos avec un visage complètement amoché. Ça fait mal?
Ça fait mal, mais ça fait plus peur que mal. Ça fait plus peur que mal. Avant le combat, ce qui fait peur, c'est vraiment de se dire qu'on va se recevoir un coup, qu'on va pas le voir venir, et qu'on va se réveiller à l'hôpital en se disant qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as perdu ton combat. D'accord. Et voilà, c'est surtout ça qui fait peur. Après, les blessures, ça fait partie du... Mais j'ai l'impression que la terreur, c'était toi, là. C'est toi qui faisais peur aux adversaires. On était en Thaïlande, oui. En Thaïlande, oui. C'est vrai que j'arrivais... je jouais un petit peu la carte de la timidité pour surprendre, parce que les Thaïlandais, ils s'attendent à ce que l'étranger se fasse... laminer. Ouais, se fasse laminer. Donc j'arrivais un petit peu la queue entre les jambes et je surprenais avec un coup, à toute vitesse. Ouais. Voilà. Théanie. Moi, j'ai pu voir sur Internet que lors de tes séjours en Thaïlande, tu as boxé pour l'anniversaire de la reine. Voilà. Et que tu aimerais boxer pour l'anniversaire du roi. Donc anniversaire auquel tu as remporté une ceinture. Qu'est-ce que ça a fait d'aller en Thaïlande, de remporter une ceinture là-bas et de revenir avec? C'est surtout, on va dire, une concrétisation, comme j'ai toujours dit. C'est une manière de montrer aussi aux boxeurs qui s'entraînent ici que c'est possible. C'est pas parce qu'on boxe contre un Thaïlandais qu'il faut avoir peur. Bien que c'est vrai qu'à l'annonce d'un combat, contre un Thaïlandais, c'est vraiment, c'est impressionnant. Ils ont une manière de boxer qui est impressionnante, mais c'est une manière aussi c'est symbolique. Symbolique pas seulement pour moi, mais surtout pour ceux qui sont derrière, ceux qui s'entraînent et qui voient qu'on est en manque de moyens, mais que les moyens, on peut se les donner. On peut se les donner. Et c'est vrai que même si c'est difficile, il y a moyen d'y arriver à plus de 10 000 km. Allez, Vanessa, et ensuite. Comment as-tu été accueilli par les Thaïlandais, justement? J'ai été très bien accueilli. Bon, c'est quand même mon 6e voyage là-bas, donc j'ai quelques contacts en Thaïlande qui font que mes déplacements se passent de mieux en mieux. Mais les Thaïlandais sont d'humeur chaleureuse. Même après avoir gagné contre un Thaïlandais? Oui, même après avoir gagné contre un Thaïlandais. Surtout après avoir gagné contre un Thaïlandais. Il y a du respect. Voilà, il y a beaucoup de respect. Les Thaïlandais viennent me voir avant le combat, ils touchent mes muscles, ils disent « Ah, t'es fort et tout, tu vas gagner ». Tu as pu visiter? Tu as eu le temps? J'ai eu un petit peu le temps de visiter l'année dernière. Quand je suis parti, je suis allé à Ayutthaya, une ville sacrée avec des temples, etc. Donc j'ai eu le temps de voir un petit peu tout ça. Tu mangeais comme eux, quoi, du riz par terre Oui, je suis allé à Ayutthaya en plus. C'est là-bas c'est la première fois que j'ai mangé par terre là-bas. Donc au Floating Market, donc c'est marché flottant. Ouais. Et on est assis, on mange assis. Bon, c'est vrai que la première fois c'est difficile, ça fait mal aux genoux, mais c'est intéressant de voir tout le monde au même niveau. Et tu t'es pas laissé perturber par les Thaïlandaises, disons les choses franchement? On a de très jolies filles en Guyane. Bon, très bien. On en a 2 en face de nous. Oui, voilà, donc très beaux exemples. Mais, donc ça va? Ça va, super bien. C'est entraînement, je m'entraîne 7 heures par jour là-bas. Et je vis avec ça, je vis de ça, quoi. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on se connaît, on a déjà mis les gants un petit peu. Bon, tu vas nous dire tout à l'heure. Juste une question à Leonardo. 2 mots sur Rémi, s'il fallait. Dis-nous ce que tu penses de Rémi, de sa carrière qui ne fait que commencer. Eh bien, Rémi, c'est un garçon que je l'ai connu assez jeune, déjà depuis le skatepark. Et même avant, donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui, puisque voir ce qu'il fait de la Guyane pour partir, d'aller jusque là-bas, se donner les moyens de réussir à l'étranger, c'est quelque chose que il faut vraiment vouloir pour y arriver, quoi. Et c'est un message qui fait passer à beaucoup parmi nous, donc à nous de bien suivre ce qu'on veut, quoi. Rémi, 2 mots sur Leonardo. Leonardo, je l'ai vu, il était la terreur de Guyane. Il n'était pas aussi gros, là, il fait mon poids. Je l'ai connu, il faisait 20 kilos de moins. D'accord. Et c'est vrai que j'ai toujours vu que c'était un jeune qui avait beaucoup de potentiel et qui une fois qu'il serait arrivé à maturité, il serait en place. Et là, Leonardo, il est en place. Alors Leonardo, justement, il y aura un événement aussi ce week-end, ça se passera au Zéphyr, 7 et 8 novembre, 2 soirs. Avant de parler de ta performance personnelle, Leonardo, raconte-nous un petit peu, 7 et 8 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura qui? 7 et 8 novembre, il y aura le pré-national du championnat de France 2015. Donc ça sera la qualification pour les boxeurs pour participer au championnat de France. Donc il y a beaucoup d'enjeux, donc la participation, la qualification surtout. Donc il y aura la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et comme invité pour le show. Pour le show, la métropole. D'accord, très bien. Avec, il y aura aussi 2 combats féminins, donc avec 2 boxeuses de la métropole qui ont été invitées.
Toi, tu vas te battre contre qui? Je me battrai contre un métropolitain qui a un bon palmarès, d'après ce que j'ai entendu. Donc, ça promet d'être une belle soirée de boxe. Oui, Vanessa? Oui, une question. Est-ce que toi, tu aurais fait ce que Rémi a fait, justement, partir pour s'entraîner et puis pour revenir plus fort? Partir, oui. Moi, je l'ai déjà fait, en fait, puisque je suis déjà parti pour ma dernière préparation du championnat de France l'année dernière. J'étais parti me préparer en République dominicaine, comme il y a pas mal de boxeurs là-bas. Sinon, généralement, je pars aussi en métropole, je pars un peu avant l'heure pour avoir plus de temps de me préparer là-bas. Donc, lui, il part en Thaïlande parce que c'est là-bas qu'il y a plus de boxe, la boxe thaï. Moi, c'est plus, je vais chercher là où il y a plus de boxe anglaise, quoi. Donc, peut-être cette année, pour la préparation, on regarde peut-être pour Georgetown ou Cuba pour la préparation du championnat de France. Tu as été récompensé par la ville de Cayenne au mois d'octobre pour ta place en quart de finale championnat de France senior, édition 2014. Quel est ton ressenti après cette récompense et est-ce que ça t'a mis en confiance justement pour la suite de ton parcours? Oui, mais ce que j'ai ressenti, c'est surtout que, voilà, que ça fait plaisir puisqu'on se rend compte qu'on ne s'oublie pas, même qu'on n'a pas eu la première place. On pense toujours à nous, on ne s'oublie pas, donc c'est très encourageant. C'est quoi la particularité là, pour la boxe ou même pour la boxe thaï? La boxe, c'est quoi? Il faut être fort au niveau du poignet, dites-nous là. Tout de suite, il y a des gens qui sont spécialistes dans ce domaine. Tout de suite, ils voient le physique d'un individu, ils se disent, lui, on sait qu'il ira loin. C'est quoi la particularité? Eh bien, pour la boxe anglaise, pour ce que je peux dire, donc, c'est pas vraiment le mec balèze que vous allez voir que c'est lui qui tape fort. C'est surtout les appuis, c'est l'équilibre surtout qui va vous permettre de taper fort. Après, bien sûr, il faut travailler un peu le corps, donc surtout les épaules, le dos. C'est surtout ce qu'il faut travailler. Après, il y a les jambes qui doivent aller avec. D'accord. En boxe thaïlandaise, souvent c'est la taille. La taille, on dit que le boxeur le plus grand a plus de chances de gagner puisqu'il peut utiliser les jambes. Voilà, mais c'est vrai que quand j'étais en Thaïlande, entre copains, on essayait de parier pour savoir qu'est-ce qui va gagner, mais on ne peut jamais savoir en fait. On va parler du nerf de la guerre. Ok, championnat du monde, belle ceinture, Rémi Vectol. Ça rapporte combien tout ça? Tu es revenu avec une valise pleine d'euros, de dollars? Non, une petite enveloppe que j'ai été déposée là où tout le monde le dépose. Oui, d'accord, très bien. Mais non, c'est... Est-ce que ça permet de construire une maison non, comme Mike Tyson? Non, du tout. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie avant tout et ça rapporte au fur et à mesure des années. Je ne peux pas dire à tous les jeunes boxeurs qui veulent se lancer que voilà, ça va rapporter cash. C'est comme faire des études en fait. Hein. C'est comme faire des études et jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans des grosses organisations, on peut prétendre à vivre de la boxe thaïlandaise par le sponsoring, par les leçons privées, etc. Voilà. Donc moi, je suis payé comme il faut. D'accord. Je suis bien pour l'instant. Ok. Leonardo, une valise pour construire une maison ou quoi? Non, pas encore. C'est l'image qu'on a. Hein. On va des grands boxeurs. Oui, bon, si vous prenez l'image de Floyd Mayweather ou de Mike Tyson, c'est sûr. Bon, c'est le boxeur le mieux payé de la planète. Oui. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est impossible. Hein. Avec le temps, ça va. On est jeunes tous les deux. Voilà, donc, il faut de l'ancienneté. On est jeunes tous les deux, donc du coup, on a toujours de l'avenir à cet âge-là. Vous voyez grand, vous voyez sur les plus grands podiums. Voilà, oui. Moi, je m'imagine, je me vois, je travaille pour. De toute façon, donc. Être les meilleurs, battre les meilleurs. Les filles, dernière question? Non, tout va bien? Ok, on a fait le tour. Ok, on rappelle le rendez-vous, 7 et 8 novembre, 20h, au Zéphyr, avec bien sûr des boxeurs de l'Hexagone, de la Martinique, de la Guadeloupe, et bien sûr nos boxeurs de la Guyane. Merci en tout cas. Oui? Excuse-moi, on peut donner les prix des entrées ou... Allez, vas-y. Ok, cette fois-ci, c'est à peu près cadeau, puisque d'habitude les entrées sont toujours à 15 ou 20 euros. Donc là, c'est 7 euros pour les 2 soirées et 5 euros pour une seule soirée. Donc... il faut profiter. Donc vous avez bien fait de le dire, cadeau. Merci en tout cas, voilà, bien fait de le dire. Merci Rémi. Prochain combat, prochain voyage? Prochain combat, donc là je suis juste de passage, donc je suis venu pour un peu rendre compte de mon activité. Nous montrer la ceinture, voilà, merci. Montrer la ceinture. Donc je repars en Thaïlande le 14 et prochain combat donc le 4 décembre pour l'anniversaire du roi.
Waouh! Contre un autre champion du monde en jouant une ceinture là-bas. On envoie une des filles pour aller filmer tout ça. Qui veut y Oui. aller? Bon, on verra. On va faire plip. Comment on dit ça? Plip, plouf, plouf, plouf. Plouf, plouf. Ouais, plouf, plouf. Ok, d'accord. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Pour se donner rendez-vous demain à la même heure. Et sans plus tarder, le journal de BFM. À demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.